Bonjour, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Angicourt. Angicourt est un grand village d'environ 1400 Angicourtoises et Angicourtois et se situe à l'ouest de Pont-Sainte-Maxence sur la départementale 29 qui va de Liancourt à Pont-Sainte-Maxence et la départementale 525 qui mène jusqu'à Rieux. Le village est contigu avec Rieux au sud et Saint-Queux à l'est. Angicourt fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence et de la communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alatte, la CCPOH. Le ruisseau Rosny prend sa source au nord à Verderonne et traverse Angicourt vers le sud pour se jeter dans l'Oise. La commune a eu les noms jadis de Anglicuria, Angicuria, Angicurtis, Angicor, pour devenir le Angicourt d'aujourd'hui. Si le village aujourd'hui est assez étendu, il n'en était pas de même autrefois. Angicourt était le chef-lieu, là où se trouve l'église aujourd'hui, et comprenait plusieurs hameaux comme Caphos, à la limite avec Rieux, qui est mentionné sur la carte de Cassini comme Caphos d'Angicourt et Caphos de Rieux, Tourteaucourt au nord-est du chef-lieu, et en partant vers l'ouest, le Frêne, la Prelle et le Pont au nord-ouest. Et entre Angicourt et Tourteaucourt se trouvait Cavencourt. Ordibé est le seul hameau restant partagé avec le village de Mogneville et se trouve à l'ouest d'Angicourt. Il comprend sur le territoire d'Angicourt principalement les bâtiments de l'ancien hôpital Villemain, un camping et une maison. Tous ces petits hameaux ont fini par se rejoindre avec l'extension des habitations et n'en faire plus qu'un sous le nom d'Angicourt. Le village est un des lieux anciens du diocèse de Beauvais. Une tradition veut que Clovis Ier, roi des Francs, ait eu un palatium à Angicourt. Une autre légende voudrait que Frédégonde, femme de Chilpéric Ier et reine de Neustrie, soit née à Angicourt, alors qu'une autre voudrait qu'elle ait été inhumée sur la pente du coteau situé à l'ouest de l'église, au lieu dit de la Croix de Ré. Mais rien n'atteste ces légendes qui divisent encore les historiens. En 537, Saint Va, appelé par Clotaire Ier et sa mère Rothilde, se rend à Paris pour leur prodiguer quelques conseils. En retour, le roi lui offre les villages de Angicourt et Bailleval. C'est du moins ce que suggère la chronique de l'abbaye de Saint Va d'Arras. Saint Va était alors évêque intermédiaire de Beauvais et le reste jusqu'à sa mort en 540. La ville de Beauvais étant à ce moment-là la cible d'attaque normande, un endroit doit être trouvé pour y déposer son corps. Et c'est l'église d'Angicourt qui aurait été choisie. À cette occasion, elle est placée sous le vocable de Saint Va. Comme le village appartenait à Saint Va, il constitue logiquement une des propriétés de l'abbaye du même nom. Mais, du fait que Saint Va occupa la chaire de l'évêque de Beauvais, ses biens propres reviennent tout d'abord à l'église de Beauvais avant de retourner à l'abbaye près d'un siècle plus tard. La donation des terres d'Angicourt à l'abbaye est confirmée par Charles le Chauve en 869. Le village est alors administré comme une seigneurie laïque par un moine de l'abbaye Saint-Va détaché sur place. Le siège de cette administration est la prévôté, et on peut encore voir d'ailleurs les restes de cette prévôté près de l'église. En 1024, l'abbaye échange Angicourt contre la prévôté et le prieuré de Aspres, propriété de l'abbaye de Jumièges, sous la pression de l'évêque de Cambrai. Mais l'abbaye de Jumièges se rend vite compte qu'Angicourt est loin de représenter la même valeur qu'Aspres et cherche à rendre la seigneurie, ce qui sera fait en 1070-1080 environ. Encore de faible étendue pendant la première moitié du XIIIe siècle, la seigneurie s'agrandit progressivement tant par des dons volontaires des seigneurs alentours que par des achats de terres et de droits. Naissent en même temps des conflits avec les agents du pouvoir royal, en premier lieu, le bailli de Senlis. La prévôté d'Angicourt ne cessera d'avoir des contentieux avec le bailli pendant la période allant de 1270 à 1570, le Parlement de Paris prenant un coup parti pour l'un, un coup parti pour l'autre. Le prévôt devient un personnage important au XIVe siècle alors que la prévôté prospère. Il remplit de nombreuses missions et emploie souvent un lieutenant ou assistant. Mais vers le milieu du XVIIe siècle, les prévôts ne résident plus dans la commune et la Révolution française signera la fin de la prévôté d'Angicourt.
Allons maintenant découvrir l'église du village. L'église Saint-Va est classée monument historique en 1862. Et comme on peut le voir, elle a été très bien restaurée. À peu près régulièrement orientée, elle suivait un plan cruciforme classique, mais devenu irrégulier après l'ajout d'une chapelle latérale du chœur au XIVe siècle. Les travaux commencent vers 1160-1170 par la construction du chœur à chevet plat d'une travée et primitivement encadré par deux chapelles dont ne subsiste que celle du sud et le transept. Durant le dernier quart du XIIe siècle, une seconde campagne voit l'édification de la nef. Et depuis les années 1240, une élégante chapelle de deux travées remplace le croisillon nord du transept avec de très belles fenêtres à remplage. La nef de 4 travées est accompagnée de 3 contreforts suppléés par autant d'arcs-boutants qui sont plus présents pour le prestige que pour le soutien de l'église. La façade occidentale est précédée d'un porche ajouré. Le portail est surmonté d'un arc brisé caractéristique de la transition entre le roman et le gothique, lui-même surmonté d'une fenêtre de même facture. Le clocher central, construit vers 1240, lui aussi, est couvert par un toit en bâtière et chaque face est percée par de très belles et grandes baies jumelées avec remplage là aussi. La cloche se nomme Blanche Cécile et date de 1852. Cette église de l'extérieur est vraiment un très bel édifice. Et cette église à l'intérieur est incroyable. Je n'ai pas vu depuis le début de la chaîne d'église aussi spacieuse à part celle de Baron. L'absence de chaises dans les bas-côtés et de mobilier dans les chapelles ajoute sans doute à cette impression de grandeur. On pourrait vraiment se croire dans une petite cathédrale. La nef de 4 travées est très claire car percée de 8 fenêtres au niveau des bas-côtés et au niveau des voûtes. La nef est donc accompagnée de 2 bas-côtés réservés à la circulation, séparés par de très belles arches et des piliers massifs. Et les piliers du chœur le sont encore plus. Toute l'église est voûtée d'ogives et l'on peut, au-dessus de la première travée du chœur, voir le grand trou pour passer la cloche. Une plaque sur un mur rappelle que l'électrification de la cloche fut un don de Madame Ricaert et le chemin de croix de Madame Protet. Le chœur est très lumineux avec ses grandes fenêtres à remplage garnies de magnifiques vitraux. Je suis vraiment resté ébahi par la beauté du chœur et des chapelles. Il y a un autel dans la chapelle nord, le maître-autel dans le chœur qui sont tous les deux très simples. 2 piscines liturgiques sont présentes dans le chœur et se trouve dans la chapelle sud une belle statue qui serait, si l'on en croit la gravure dessous, Saint Louis. Les fonds baptismaux sont du XIIe siècle et encore très bien conservés. Il y a encore quelques dalles funéraires qui, elles, ont vraiment souffert du temps. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Va. Avant de retourner dans les rues du village, je me dois de vous faire découvrir l'hôpital Villemain à l'Ordibé. Cet hôpital est mis en service en 1899 et prendra le nom de sanatorium, un des premiers en France, car il accueillera principalement des malades atteints de tuberculose.
Le premier pavillon construit accueillera les hommes au début et en 1924, un deuxième pavillon sera construit pour accueillir les femmes. En 1932, l'hôpital Paul Doumer de La Bruyère, entre Liancourt et Sacy-le-Grand, accueillera ses premiers patients et les deux centres seront réunis en 1965 pour accueillir les personnes âgées à forte dépendance. L'hôpital Villemain sera donc en premier un sanatorium pour les malades de tuberculose, puis deviendra un centre gériatrique et accueillera même dans les années 80 un CESAP pour les soins aux enfants polyhandicapés. Cet hôpital employait environ 780 personnes et pouvait accueillir plus de 600 malades. Sur une superficie de plus de 35 hectares furent construits les deux pavillons, les maisons des sous-directeurs et directeurs, une salle des fêtes près du pavillon pour les hommes, une chaufferie, une buanderie, des ateliers, des locaux techniques, un château d'eau et bien sûr une maison mortuaire. Et pour joindre les deux pavillons, un couloir couvert avec ascenseur car les deux pavillons ne sont pas à la même hauteur. Ce lieu fut choisi car sur le site se trouve une source où fut bâti le premier bâtiment du site en 1881. Désaffecté depuis sa fermeture à la fin des années 90, ce sanatorium est depuis un paradis pour les urbexeurs, ceux qui font de l'exploration urbaine dans des bâtiments abandonnés. Mais heureusement, il va bientôt renaître et devenir un centre d'activité de séminaires et une résidence intergénérationnelle. Petite anecdote, en novembre 1899, alors que des ouvriers creusaient les fondations du sanatorium, ils découvrirent un grand vase en terre cuite contenant environ 5400 pièces en bronze d'empereurs romains des 2 premiers siècles de notre ère. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve devant le chevet de l'église. Il y a un calvaire dans la rue Laisemant. Il y a eu 4 lavoirs dans la commune, dont 2 maintenant abandonnés, et 2 autres sur le territoire de Angicourt, mais achetés par la commune de Saint-Queux. L'un d'eux est situé en forêt, et l'autre à la limite entre les 2 communes. Une plaque de cocher se trouve à l'angle des rues du Colonel Fabien et du Champ Saint-Va. Il y a plusieurs étangs privés et la commune est actuellement en cours de réalisation avec la SMOA, le syndicat mixte Oise-Aronde, d'une zone humide avec création de mares et de fossés pour récupérer les eaux fluviales avant de les rejeter dans le Rhôny et de créer un chemin pédagogique au sein des marais. Pour l'école, Angicourt accueille 5 classes de la petite section au CM2 avec un effectif de 125 élèves, ainsi que la cantine et le périscolaire. Les travaux d'ailleurs sont en cours pour construire une autre cantine et un périscolaire plus grand. Et près de cette école se trouve le parc d'Angicourt avec jeux pour enfants, city-stade, boulodrome et terrain de tennis. On y trouve aussi une très belle piste pédagogique à la sécurité routière, inaugurée en juin 2023, comme le City Stade. La commune compte une dizaine d'associations, l'APEA pour les parents d'élèves, l'AS Angicourt pour le sport, Angicourt Fêtes et Loisirs pour les animations du village, CAP Nature pour la photographie, le club olympique de karaté, le foyer rural, la bibliothèque, l'association Shadow eSport pour les jeux eSport comme Fortnite, Rocket League ou Valorant, Amis Festifs pour d'autres activités au sein du village, et une association de touch rugby, sport que je ne connaissais pas et qui est une variante du rugby avec quelques règles différentes. Pour en savoir plus, je vous mets en description le site officiel de la Fédération nationale de touch rugby où quelques petites vidéos explicatives vous apprendront tout sur ce sport et vous donneront peut-être envie de rejoindre l'association des potes âgés. Et en parlant de sport, comme j'en parlais dans la découverte de Rieux et que j'ai oublié dans la découverte de Brenouille, le village participe depuis 2 ans aux Jeux intervillages regroupant les villages de Angicourt, Rieux, Saint-Queux, Monceau et Brenouille. Il y a un petit commerce dans le village, l'épicerie à la bonne heure, qui fait aussi dépôt de pain, café, presse et vente de fruits et légumes.
Angicourt a accueilli Karim Souchu, l'entraîneur de l'équipe de France de basket 3x3, le basket à 3. Mais aussi Jean-Louis Aubert, célèbre chanteur notamment du groupe Téléphone, dont les parents ont habité un moment à Angicourt lorsque son père était sous-préfet de Senlis et qui n'était encore qu'un jeune garçon. Pour finir, si vous désirez prendre un peu de repos ou de vacances, rien de tel que le camping de la Faloise pour quelques jours de détente et de découverte d'une région riche en patrimoine et en balades à faire. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte d'Angicourt, village agréable à parcourir avec une belle église à découvrir et un camping pour profiter des communes alentours et de tout ce qu'elles ont à offrir. Je tiens à remercier Monsieur Delagrange, maire d'Angicourt, et Madame Alves Texera, son adjointe, pour leur accueil et leur aide, Juline du camping de la Faloise, ainsi que tous les interlocuteurs de l'APHP pour l'autorisation de filmer le sanatorium d'Angicourt, et en particulier Monsieur Carlos, qui m'y a accompagné et qui m'a permis de découvrir cet endroit qui a dû être magnifique à son époque et qui, je l'espère, le redeviendra. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Angicourt. Bonjour à vous, petite anecdote. Quand j'ai fait le village d'Angicourt, j'ai acheté 5 œufs à la ferme que j'ai mis dans mon seau. Malheureusement, des garnements me les ont volés. Ils ont bien ri, eux. Et moi, du coup, je suis rentré brenouille. Bon, voilà, c'était juste histoire de faire une petite blague. Voilà, allez, à bientôt.